Bonjour à toutes et à tous. Après avoir étudié les formes cristallines des matériaux solides, c'est-à-dire leur agencement dans l'espace, à l'échelle bien sûr atomique, leur agencement de façon ordonnée qui dépend de la nature de la liaison qui relie les motifs, eh bien, dans le deuxième thème de notre cours, qui fait suite au thème de la cristallographie, nous allons nous intéresser au changement d'état de tous ces matériaux. Et ce changement d'état, nous allons le faire avec une approche thermodynamique. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Pour l'instant, nous allons commencer par le premier chapitre, mais avant d'entamer l'essentiel de ce chapitre, je vais faire un petit rappel de quelques notions thermodynamiques de base dont nous aurons besoin pour comprendre ce qui va suivre. Alors, je vais commencer par une notion que vous connaissez tous et qui est très importante en thermodynamique, à savoir la notion de système. Un système, c'est quoi? Eh bien, c'est un espace, un volume qui est délimité. À l'extérieur, c'est le milieu extérieur et à l'intérieur, c'est notre système dans lequel nous allons mettre des constituants, qui va avoir ses propres conditions de température et de pression. Et nous définissons 3 types de systèmes selon la nature de l'échange avec l'extérieur. Donc vous avez ce qu'on appelle le système ouvert, qui échange avec l'extérieur de la chaleur et de la matière. La chaleur, c'est bien sûr de l'énergie thermique. Nous avons les systèmes qui n'échangent que de la chaleur avec l'extérieur, que nous appelons système fermé. Et nous avons un système qui n'échange ni chaleur ni matière avec l'extérieur. Les systèmes qui vont nous intéresser, ce sont les systèmes fermés, c'est-à-dire que nos constituants ne quitteront pas du tout cette enceinte délimitée par le système, mais par contre, ils vont changer d'état selon, bien sûr, l'échange de chaleur que nous allons appliquer avec l'extérieur. Nous définissons aussi, pour ce type de système, la quantité de constituants qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'un système va être dit unaire s'il ne contient qu'un seul constituant. S'il en contient 2, il sera dit binaire. S'il en contient 3, on dira que c'est un système ternaire. Donc, on définit un système par le nombre de constituants. Système unaire, système binaire, ce sont les 2 que nous allons avoir au programme. Une fois que nous avons défini ce système, le qualifier selon le nombre de constituants, nous allons aussi le qualifier selon la nature des phases qu'il y a à l'intérieur de ce système, qui donc s'il est unaire ou binaire, par exemple, peut se présenter sous une ou plusieurs phases. C'est-à-dire, nous avons un système unaire ou binaire qui se présente sous forme d'une seule phase. On dira que c'est un système monophasique. Système unaire monophasique, binaire monophasique. Une seule phase, c'est-à-dire, elle peut être gazeuse, elle peut être liquide, elle peut être solide. Si un système est monophasique, gazeux, il peut contenir un ou plusieurs gaz, puisque tous les gaz, en fait, ne constituent qu'une seule phase gazeuse. On ne peut pas délimiter les gaz entre eux. Si le système est monophasique liquide, il ne contient qu'une seule phase liquide. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un seul liquide. Il peut y en avoir un ou plusieurs.
miscibles. Il y a ici une condition sur les liquides qui n'existe pas pour les gaz. Et si nous avons une seule phase solide, bien sûr, c'est que nous avons forcément un seul solide. Chaque solide constitue une phase en lui-même. Les liquides constituent une seule phase à condition qu'ils soient miscibles, et les gaz, sans condition, quel que soit leur nombre, ne constituent qu'une seule phase. Si nous avons un système biphasique, bien sûr, vous l'avez compris, il peut être constitué de deux phases, gaz, liquide, bien sûr, liquide, un ou plusieurs liquides miscibles, d'une phase liquide et d'une phase solide, d'une phase gaz, d'une phase solide. Ou bien le système peut être biphasique, liquide, c'est-à-dire vous avez deux liquides qui sont non miscibles, l'huile et l'eau par exemple. Et bien entendu, si vous avez un système biphasique solide, c'est que vous avez deux solides. Notre système peut être triphasique, qu'il soit unaire ou binaire. Un système unaire, donc il ne contient qu'un seul constituant, triphasique, c'est-à-dire que ce constituant au sein de votre système est à la fois gaz, liquide, solide. Pour un système binaire, vous pouvez avoir trois phases, bien sûr, donc gaz et deux liquides non miscibles, par exemple. Ce cas, vous ne pouvez pas l'avoir dans le système unaire. Un seul constituant ne peut pas se présenter sous forme de deux liquides non miscibles. Ou bien gaz et de solide. Ce cas se présente assez souvent dans les cas unaires. Un seul constituant peut se trouver sous deux formes solides. Bien sûr, souvenez-vous du dernier chapitre cristallographique sur les cristaux covalents et nous avions parlé du carbone. Donc le carbone est un seul constituant. Il peut tout à fait se trouver sous deux formes solides, carbone-diamant, carbone-graphite. Et bien entendu, dans certaines conditions, il sera aussi sous forme gazeuse. Et puis, nous pouvons avoir les trois phases liquides avec deux solides ou bien un solide avec deux liquides non miscibles. Donc, vous voyez que uniquement avec un système unaire et binaire, combien nous pouvons avoir de possibilités de phases au sein d'un système fermé, c'est-à-dire qui n'échange avec l'extérieur que de la chaleur. Alors, ainsi, il serait très intéressant d'avoir, par exemple pour un corps pur, mais on le fera aussi pour les binaires, d'avoir ce qu'on appelle un diagramme de phase ou diagramme d'état. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une représentation graphique d'un système à l'équilibre. La thermodynamique s'intéresse au système à l'équilibre. Nous ne faisons pas de cinétique en thermodynamique. Donc, on attend que l'équilibre s'établisse avec le milieu extérieur et pour une température, une pression, bien sûr un nombre de moles du corps pur donné, il serait intéressant d'avoir l'état physique de votre corps pur ici. Est-ce qu'il est à l'état liquide? Est-ce qu'il est à l'état liquide et solide à la fois, etc. Et ceci peut se faire grâce à un diagramme de phase, comme par exemple, vous le voyez ici. Qu'est-ce qu'il permet, ce diagramme de phase? Il permet deux choses. La première, c'est qu'il permet de déterminer dans quel état de la matière, c'est-à-dire gazeuse, liquide ou solide, dans quel état gazeux, liquide ou solide, se trouve votre corps pur dans des conditions bien déterminées de température et de pression. Si je fixe la pression, je fixe la température, je devrais être capable de lire sur mon diagramme l'état physique de la matière. Alors bien entendu, il faut donc indexer ce diagramme. Alors, si vous l'indexez, comme je le montre ci-dessous, par exemple, ici j'ai un état 1,
disons solide, ici j'ai un état 2, liquide. Bien entendu, la frontière entre les deux représente l'équilibre ou la coexistence des deux états de la matière. Une fois que j'ai déterminé l'état de mon système à T et P donnés, je peux aussi prévoir les effets d'une modification de ces conditions de température et de pression. Si je suis là et que je veux passer à l'état physique Phi 1, je sais ce que je dois faire. Soit j'augmente la température jusqu'ici, soit j'augmente la pression, soit je peux faire les deux à la fois. Donc, ces diagrammes sont très utiles pour deux raisons. Pour définir l'état physique de votre système, de vos constituants, et deuxièmement, de pouvoir choisir de changer les paramètres de température et de pression pour changer d'état de votre matière. Et nous verrons bien sûr pourquoi, quelles raisons on changerait d'un état à un autre. Ça, on le verra au fur et à mesure. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ces diagrammes, nous allons les tracer, nous allons les établir pour les corps purs, il faut absolument que je revienne à certaines notions très importantes, des rappels que vous avez vus en première année. Le premier rappel que je dois faire, c'est la notion de variance. Que veut dire variance? V. La variance d'un système à l'équilibre, bien entendu, c'est un nombre. C'est le nombre de quoi? C'est le nombre de variables, c'est-à-dire de choses que nous voulons varier. Et là, on vient d'en voir au moins deux. La température, la pression, n'est-ce pas? Ces variables doivent être intensives, contraire à extensives. Les variables intensives sont celles qui ne dépendent pas de la matière. La température est intensive, c'est-à-dire que si dans une pièce il fait 20 degrés, si dans une autre pièce il fait 20 degrés, si vous ouvrez la pièce l'une dans l'autre, donc vous augmentez la quantité de matière, de gaz par exemple, etc., vous aurez toujours 20 degrés et non pas 20 plus 20, 40 degrés. Indépendante. Il ne faut pas, entre ces variables intensives que nous allons voir d'ailleurs, il ne faut pas de dépendance entre elles. Alors, quelles sont ces variables intensives? Eh bien, c'est la température, la pression, ça c'est pour les variables physiques, et puis nous avons une variable de composition, c'est la fraction molaire. Bien sûr, pas dans lunaire. Dans lunaire, la fraction molaire est égale à 1. La fraction molaire, c'est-à-dire c'est le nombre de moles de constituants sur le nombre total de moles de tous les constituants dans votre système. Donc si j'ai deux constituants, si l'un représente 20%, l'autre, bien sûr, représentera 80% en quantité de matière. Voilà. Donc, la variance, c'est le nombre de variables intensives indépendantes qu'il faut fixer pour définir l'état d'équilibre du système. Est-ce que, par exemple, si je vous dis que l'eau est à 20 degrés 1 bar, est-ce que c'est suffisant, ces deux variables? Oui, pour l'eau, c'est suffisant. Maintenant, si je vous dis que l'eau avec du sel à 30 degrés et 4 bars, je donne que la température et la pression, quel est l'état de la matière? Eh bien, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'ajoute la composition en sel, parce que on peut changer l'état physique de la matière en changeant la composition. On fera des exemples tout à l'heure. Alors, pour faire nos petits calculs, eh bien, on est tranquille. Gibbs nous propose une règle, sa fameuse règle des phases. V égale à C plus 2 moins phi moins R moins Q long. Bien sûr, il ne suffit pas d'écrire cette expression, il faut définir chaque terme. C, c'est quoi? C'est bien entendu le nombre de constituants. C'est ce qui va vous donner les fractions molaires, puisque c'est la composition, c'est relié à la composition. 2, c'est pour bien sûr T et P. Donc vous avez T et P et les fractions molaires,
entre C plus 2, c'est-à-dire vous avez les variables intensives. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les dépendances. Moins, moins, moins. Nous avons 3 dépendances possibles. La première, elle est due à phi. Phi, c'est le nombre de phases. Pourquoi est-ce qu'il y a une dépendance? Il y a une dépendance entre les fractions molaires, puisque pour chaque phase, la somme des fractions molaires est égale à 1. Voilà une première relation de dépendance entre les fractions molaires. Il faut les enlever. R, c'est quoi? R, c'est le nombre de réactions chimiques. Si vous avez une réaction chimique, il y a une autre dépendance qui est donnée par la loi d'action de masse. Pour chaque réaction chimique, vous avez la constante de la réaction, et cette constante, elle est fonction, bien sûr, des activités, des concentrations, donc quelque part des fractions molaires. Puis, la dernière dépendance, c'est le nombre de relations supplémentaires qui est imposé par le système. Et là, on va prendre quelques exemples parce que généralement, le souci se situe à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on entend par relations supplémentaires imposées par le système? Donc, je vais prendre quelques exemples tout à l'heure. Mais avant, je vous parlerai d'une autre notion qui est très liée à la variance. C'est ce qu'on appelle le degré de liberté. Qu'est-ce que le degré de liberté d'un système? Eh bien, c'est la variance telle que vous venez de la calculer, mais vous allez encore enlever le nombre de paramètres et de relations supplémentaires, mais cette fois-ci imposées par l'expérimentateur. Par exemple, si vous calculez une variance pour un système, vous trouvez 2. Bon, ça peut être, c'est-à-dire température et pression. Donc je peux choisir arbitrairement la température et la pression puisque ma variance est 2. Je peux faire varier ces 2 paramètres. Maintenant, si je vous dis que la pression est de 1 bar, ou bien qu'il faut travailler à pression atmosphérique, eh bien, j'ai diminué votre degré de liberté. Je vous ai imposé encore une relation supplémentaire. Donc, je vous ai dit, vous allez travailler à pression atmosphérique. Donc, la pression ne peut plus être une variable sur laquelle vous pouvez jouer. Je vous l'ai enlevé, moi, en tant qu'expérimentateur. Bien. Nous allons, bien sûr, ça c'est juste pour voir la différence, mais nous nous intéresserons toujours à la variance d'un système. Donc, nous n'intervenons pas dans le système. On se posera toujours la question de savoir quelle est la variance de mon système à l'équilibre. Exemple. Bien sûr, dans mes exemples, je ne parlerai pas de changement d'état parce que c'est très facile pour les changements d'état. Donc, ce qui nous intéresse cette année, mais je vais prendre un cas général où vous avez une réaction chimique. Dans ce cours, bien sûr, et dans tout le thème des diagrammes de changement d'état, nous ne ferons pas de réaction chimique. Nous n'allons que changer l'état de notre système d'un état physique à un autre. Alors, je prends un exemple général. Ici, j'ai une réaction chimique, bien entendu, mais je dois définir la variance lorsque mon système est à l'équilibre, n'est-ce pas? Si je prends le cas général, qu'est-ce que ça veut dire le cas général? C'est-à-dire qu'à l'instant initial dans mon système, je mets A mol de ZnF2, B mol de H2O, C mol, je mets des nombres dans le cas général. À l'équilibre, bien entendu, vous allez avoir A, le nombre de moles de ZnF2, moins Xi, si c'est l'avancement de la réaction, B moins Xi, et les produits vont apparaître. Donc vous en aviez C plus 2Xi et D plus Xi. Voilà, mon système est à l'équilibre, je peux calculer la variance. Je vous rappelle la formule de la variance, et si on compte ensemble, le nombre de constituants, vous êtes d'accord qu'il y a 1, 2, 3, 4 constituants pour C, 2 pour T et P, le nombre de phases, j'ai une phase gazeuse et 1 de solide. J'ai donc 3 phases.
moins 3. Une réaction chimique, moins 1. Et je n'ai a priori aucune relation supplémentaire imposée par mon système. Donc la variance est égale à 2. Si je vous demande, est-ce que je peux choisir arbitrairement la température, la pression et le volume? Ces 3 paramètres, ces 3 variables? Eh bien, vous allez me répondre oui, parce que la variance vous donne le nombre de paramètres intensifs indépendants. Donc, j'ai bien TP, ce sont 2 variables intensives. V est une variable extensive. J'ai le droit de la choisir comme je veux. Elle n'entre pas en compte dans la variance. Et si je vous demandais, est-ce que je peux choisir arbitrairement les 2 fractions molaires de mes gaz? J'ai une phase gazeuse qui contient 2 gaz. Est-ce que je peux choisir arbitrairement les 2 fractions molaires? Eh bien, vous devriez me répondre non, parce qu'il y a une relation, ce sont bien sûr 2 variables intensives, mais il y a une relation de dépendance, donc je ne peux pas choisir les 2 à la fois. La somme de ces fractions égale à 1. Est-ce que je peux choisir les pressions partielles de H2O et de HF? Oui, ce sont 2 variables intensives, les pressions partielles, mais il n'y a aucune relation entre elles. La somme de ces pressions est égale à pression totale, et donc la pression totale, je peux la choisir comme je veux, il n'y a pas de souci. Bien, alors je vous propose 2 autres exemples que nous allons essayer de faire assez rapidement. Alors, on y va. Cette fois-ci, je vais particulariser mon système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à t égale à 0, je ne vais même pas mettre des nombres de moles général pour chaque constituant, mais je vais mettre dans mon système 1 mol de N2, fois 1 mol de H2 et 0 mol de NH3. Puis, j'attends l'équilibre et donc je me retrouve avec A moins xi, 3A moins 3 xi, et puis bien sûr 2 xi. Calculons la variance. Alors je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il y a 3 constituants, 1, 2, 3, plus 2 pour T et P, moins combien de phases? Une seule, c'est la phase gazeuse, moins combien de réactions chimiques? Une seule, la voici. Mais il y a une condition particulière imposée par mon système. Elle est où cette condition? Eh bien, c'est en fait la relation entre le nombre de moles de N2 et le nombre de moles de H2. Vous voyez que le nombre de moles de N2 représente le tiers du nombre de moles de H2, c'est-à-dire qu'en fraction molaire, bien sûr, le nombre de moles de la fraction molaire de N2, c'est le tiers de la fraction molaire de H2. Voici par exemple une condition supplémentaire imposée par le système. Prenons l'exemple 3, je vais faire la même chose, je vais particulariser mon système, c'est-à-dire à t égale à 0, je vais mettre dans mon enceinte fermée A mol de CaCO3 à température, pression donnée, je laisse faire les choses jusqu'à atteindre l'équilibre. Bien, je calcule la variance. Combien de constituants? 1, 2, 3, 2 pour T et P. Combien de phases? 1, 2, 3, puisqu'il y a 3 phases solides, donc il y a 3 solides, donc 3 phases solides. Une seule réaction chimique, elle est devant vous, mais est-ce qu'il y a une condition particulière imposée par le système? Attention, n'allez pas dire que nous avons des égalités ici, n'est-ce pas, entre fractions ou entre moles ou entre... Non, parce que dans ce cas-ci, vous avez 3 phases qui coexistent. Il n'y a aucune relation entre les 2 phases. Dans la phase CaCO3, l'activité ou bien la fraction molaire de CaCO3, il est tout seul dans cette phase. Celui-là aussi. Donc, il n'y a pas de relation supplémentaire entre les paramètres intensifs. Je ne parle pas des autres paramètres, des paramètres intensifs.
Donc, il n'y a pas de conditions particulières imposées par le système. Donc, en règle générale, il faut se méfier quand on a une phase gazeuse. Pourquoi? Parce que dans une phase gazeuse, vous pouvez avoir plusieurs gaz et là, vous avez des relations entre eux parce qu'ils appartiennent à la même phase. Par contre, pour les phases solides, chaque solide, il est tout seul, donc il n'y a aucune relation avec un autre solide. L'autre solide appartient à une toute autre phase. J'espère que ceci est clair. Maintenant, rappeler une notion extrêmement importante dont nous aurons besoin plus tard, qu'est le potentiel chimique. Alors, je vais reprendre pour ça, bien entendu, mon système fermé, donc qui n'échange que de la chaleur avec le milieu extérieur, et qui est défini par les variables température, pression et nombre de moles des constituants du système. Ces variables peuvent être combinées pour former une fonction que je nommerai Z. Donc Z est une fonction de T, P, de N1, N2, etc. Cette fonction est bien entendu extensive puisqu'elle dépend de la quantité de matière. Exemple de fonction, l'enthalpie libre de Gibbs, l'enthalpie, H, le volume, etc., etc. Cette fonction peut être écrite comme étant la somme de cette fonction pour chaque constituant. Je m'explique. Si je prends comme fonction Z le volume, donc le volume du système, grand V, c'est égal à quoi? C'est égal à la somme du volume du constituant 1 plus le volume constituant 2, etc. Et le volume du constituant 1, c'est égal à quoi? C'est égal au nombre de moles du constituant 1 fois le volume molaire du constituant 1. Donc, cette fonction Z, telle que le volume, l'enthalpie ou autre, c'est égal à la somme du nombre de moles du constituant, d'un constituant, fois la grandeur molaire partielle. Partielle parce qu'il s'agit de 1. Z1, c'est une grandeur molaire partielle. Molaire parce qu'elle est donnée par mol, partielle parce que c'est la grandeur relative au constituant 1. Donc, les petits z que j'ai écrits ici, c'est une grandeur molaire partielle. On écrit aussi grand Z, mais vous devez ajouter petit m pour qu'on puisse comprendre que c'est une grandeur molaire partielle I, c'est-à-dire qu'elle n'est valable que pour le constituant 1. Ces grandeurs molaires partielles sont très intéressantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont intensives. Elles ne dépendent pas de la quantité de matière. Si maintenant je veux avoir l'expression de cette grandeur molaire intensive, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il vous suffit juste de dériver votre grandeur extensive par rapport au nombre de moles du constituant qui vous intéresse en gardant les autres variables constantes, c'est-à-dire T et P et tous les autres nombres de moles constants, sauf bien sûr le nombre de moles du constituant qui vous intéresse. Et là, vous pourrez voir la grandeur molaire de ce constituant. Donc, regardez cette expression. Si je veux avoir Z1, c'est-à-dire la grandeur molaire du constituant 1, qu'est-ce que je fais? Je dérive Z par rapport à N1 et je garde tout le reste constant. Donc, tout ceci va s'annuler et vous allez trouver égal à ZA. Je vais prendre un exemple. Avant de prendre un exemple, on va entrer dans un cas particulier qui est le cas du corps pur. Donc, si votre système est un système unaire qui n'est constitué que d'un seul constituant, donc les variables sont T, P et N, tout simplement. Tous les autres n'existent pas. Alors, quand il s'agit d'un corps pur, on va mettre une petite étoile pour montrer que c'est un corps pur.
Donc la grandeur molaire, maintenant c'est pas la peine de dire partielle puisqu'il n'y a qu'un seul constituant. La grandeur molaire, grand Z étoile M ou petit Z étoile, c'est la dérivée de Z par rapport à N en gardant Tp constant, donc il n'y a pas d'autre nombre de moles, on l'écrit. Et bien sûr, la grandeur extensive, qui elle dépend de Tp et N, eh bien ça va être N fois la grandeur molaire, bien sûr Z étoile. Comme je le disais tout à l'heure, je vais prendre un exemple. Donc je reviens au volume. Je veux donc le volume molaire d'un corps pur. Il est égal à quoi? Eh bien, si c'est un gaz parfait, donc si votre système est constitué d'une seule phase gazeuse et que le gaz est parfait, vous savez que PV égale à nRT. Le volume V est une grandeur extensive puisqu'elle dépend de N, de la quantité de matière. Comment je vais retrouver le volume molaire? Eh bien, je vais dériver ma grandeur par rapport à N en gardant Tp constant. Et bien sûr, ça va vous donner RT sur P. Donc le volume molaire partiel ou pas, donc d'un corps pur, on va dire, quand il s'agit d'un gaz parfait, c'est RT sur P. S'il s'agit d'un état condensé, eh bien cette fois-ci, on peut utiliser l'expression de la masse volumique. Donc ρ, c'est M sur V, V, c'est M sur ρ. La masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire sur ρ. Donc si je veux avoir le volume molaire d'une phase condensée, je vais dériver V par rapport à N en gardant P et T constants. Et ça va vous donner quoi? M sur ρ, qui est une constante puisque vous ne voyez ni P ni T. Pour l'état condensé, on le sait, la pression et aussi la température ont peu d'influence sur cet état. Surtout la pression, la température, c'est pas vraiment le. Il y a un petit effet, mais ce n'est pas l'effet sur un gaz qui est très sensible à la pression et à la température. Donc voilà pour le volume. Je vais maintenant parler d'une autre fonction après la fonction V, volume du système. Une fonction très importante en thermodynamique est l'enthalpie libre G, qui dépend bien sûr de T, P et des nombres de moles. C'est donc une variable extensive. Alors, lorsque je veux faire varier G, eh bien, je peux le faire en faisant varier T, ou bien P et ou P, et ou N1, et ou N2, etc., etc. Et en mathématiques, comment est-ce qu'on écrit la variation de G en fonction de ces variables? Eh bien, je peux écrire que dG, c'est dG par rapport à dP en gardant la température et les nombres de moles constants fois dP, plus dG par rapport à dt en gardant la pression et les nombres de moles constants dt, plus dG fois le nombre de moles par rapport au nombre de moles, par exemple N1 en gardant Tp et tous les Nj qui ne sont pas N1 constants, dN1, plus je peux faire la même chose pour dN2, pour dN3, etc. Donc à la fin, je vais mettre ici une somme. Alors, combien est égale cette entité? Ce sont des choses que vous avez vues en première année de thermodynamique. Je vous rappelle que V varie en fonction de P avec V, le volume V. C'est-à-dire que quand j'augmente la pression du système, l'enthalpie du système augmente proportionnellement au volume grand V du système. Et comment varie G par rapport à T?
Eh bien, quand T augmente, G diminue proportionnellement à quoi? À l'entropie du système grand S. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. dG par rapport à dP, lorsque la température et les nombres de moles sont constants, c'est égal au volume grand V. dG par rapport à dt, lorsque la pression et les nombres de moles sont constants, c'est égal à moins l'entropie. Et dG par rapport au nombre de moles dNi, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est la grandeur molaire partielle qui n'est autre que grand G molaire I ou bien petit gi que nous voulons devoir là tout de suite. Il se trouve que la grandeur molaire partielle de l'enthalpie libre de Gibbs n'est rien d'autre que le potentiel chimique. On va écrire mu I. Le potentiel chimique mu I n'est rien d'autre que l'enthalpie libre molaire partielle. Ainsi, dans le cas d'un corps pur, l'enthalpie molaire, donc étoile parce que c'est un corps pur, c'est bien entendu le potentiel chimique de ce corps pur, c'est D de G par rapport à Dn en gardant T et P constants. Et l'enthalpie du corps pur, du système, tout le système, qui n'est constitué que d'un seul constituant, c'est bien sûr N fois mu étoile. Et donc, comme mu étoile est fonction de P et T, bien entendu, c'est une grandeur molaire, donc elle ne dépend pas de la quantité de matière, elle ne dépend pas des nombres de moles. Donc comme je l'ai fait ici pour dG, je vais le faire aussi pour d mu étoile. Et je vais écrire que d mu étoile par rapport à dP en gardant T constant dP, plus d mu étoile, etc. Et cette entité, elle est égale à quoi? C'est dG par rapport à dP, c'est le grand volume V extensif. Donc pour la grandeur intensive mu, je vais me retrouver avec le V molaire et ici l'enthalpie molaire. Donc c'est exactement les mêmes expressions qu'on retrouve, mais cette fois-ci, je travaille avec les grandeurs intensives. Et donc, dans ce cours du diagramme unaire, qu'on finira bien entendu dans une autre séquence, la prochaine séquence vidéo, nous n'allons travailler avec les grandeurs extensives, en tout cas sûrement pas avec l'enthalpie libre extensive, mais avec son homologue intensif qui est le potentiel chimique. Donc, j'ai ici besoin de vous rappeler le potentiel chimique dans cette diapositive, qui est la diapositive la plus importante de toute la séquence vidéo. Elle va vous donner ce qu'il faut savoir sur ce potentiel. Ce qui veut venir, les expressions que vous allez voir dans cette diapositive, vous devez absolument les connaître. Pour commencer, qu'est-ce qu'un potentiel chimique? Bien sûr, je le redis encore une fois, c'est en fait l'enthalpie libre molaire partielle. D'accord? Donc c'est la grandeur intensive de la grandeur extensive G. Nous avons vu tout à l'heure la variation de ce potentiel. Donc par rapport à P, je le rappelle, c'est le volume molaire partiel. Par rapport à T, c'est moins l'entropie molaire partielle. Alors comme l'entropie est une notion très difficile à déterminer expérimentalement, eh bien, au lieu de faire la dérivée partielle de mu par rapport à la température, on peut dériver mu I sur T par rapport à la température. Pourquoi? Parce que c'est égal à moins l'enthalpie molaire partielle sur T carré. Et l'enthalpie
est une notion beaucoup plus facile, est un paramètre, est une grandeur, beaucoup plus facile à déterminer expérimentalement que l'entropie. Cette expression s'appelle la relation de Gibbs-Helmholtz. Donc vous avez ici la variation de mu par rapport à P et de mu par rapport à T. C'est très bien. Mais ce qui serait encore plus intéressant, c'est d'avoir mu égale à quoi? Et non pas sa variation. Eh bien, il nous suffit d'intégrer une de ces expressions, et ça sera principalement cette expression-là qu'on peut intégrer, qui vous donne, et je vais donner ici, l'expression générale de mu, qui est valable. C'est égal à quoi? Alors, ce potentiel chimique du constituant I dépend de T et P et de l'activité du constituant. Je viendrai tout à l'heure à cette notion d'activité. C'est égal au potentiel standard du constituant, c'est-à-dire pour la pression 1 bar, plus RT log de l'activité. Alors, qu'est-ce que c'est que cette activité? Si vous avez un système constitué d'un gaz parfait pur, eh bien, cette activité n'est rien d'autre que la pression sur la pression standard. Donc, vous remplacez l'expression générale par P sur P0 et vous avez le potentiel chimique d'un gaz parfait pur. Si c'est une phase condensée pure, c'est-à-dire un liquide ou un solide, alors, dans ce cas-là, on prend généralement l'activité comme étant égale à 1. Pour les phases condensées, la pression a très peu d'effet. Donc, c'est pour ça que généralement, le potentiel chimique d'un liquide ou d'un solide pur, donc on mettrait une étoile ici, est fonction de T principalement, et c'est le potentiel standard de ce constituant. Si votre système est un mélange maintenant de gaz, ce n'est plus encore pur, mais c'est un mélange. Alors, quelle est l'activité d'un constituant? Eh bien, c'est la pression partielle sur la pression standard, et non plus la pression sur la pression standard. Et comme la pression partielle, selon la loi de Dalton, est égale à la fraction molaire du gaz fois la pression, eh bien, voilà l'expression de AI que vous pouvez remplacer ici. Et vous avez l'expression du potentiel chimique d'un constituant I dans un mélange de gaz parfait. Et si nous sommes dans un mélange de phase condensée, donc liquide ou solide, et que ce mélange est idéal, nous donnerons la définition d'un mélange idéal beaucoup plus loin dans des chapitres, les chapitres suivants du thème diagramme de phase. Donc on y reviendra. Eh bien, dans le cas d'un mélange à l'état condensé, vous prenez AI comme étant la fraction molaire de ce constituant. Alors vous remarquerez que pour le gaz, on utilise très souvent la fraction molaire, c'est Y pour la notation, et la fraction molaire dans un solide et dans un liquide, généralement on utilise la notation de X. Alors, je finirai par le cas spécial ou particulier d'une solution idéalement diluée, c'est-à-dire qu'on peut avoir un mélange non idéal, liquide, mais je prends le cas où je suis en solution. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans notre liquide, nous avons un soluté, donc un constituant qui est en très faible quantité, et vous avez le solvant qui est bien entendu majoritaire. Alors, pour le soluté en solution idéalement diluée, qu'est-ce qu'on prend pour AI? Eh bien, on va prendre comme étant égale la concentration de ce soluté, puisque AI est égal à la concentration du soluté sur la concentration standard, et la concentration standard, par définition, est égale à 1 mol par litre. Et le solvant, qu'est-ce qu'on prend pour l'activité du solvant? Eh bien, on le prend comme étant égal à 1, c'est-à-dire comme s'il était vraiment tout seul dans sa solution, comme si c'était
le cas d'un état condensé pur. Bien, je pense que vous savez tout sur ces notions de potentiel chimique et nous pourrons dans la prochaine séquence vidéo entrer dans le vif du sujet des diagrammes unaires. À bientôt.